Bienvenue dans ce nouveau podcast « Je viens bosser chez vous », le podcast, pour donner la parole aux entreprises et à ceux qui la font. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une invitée, enfin, je devrais dire une voix qui porte. Elle est chanteuse soliste, mais aussi formatrice pédagogue de la voix, coach vocal, intervenante dans différents centres Tomatis en France et à l'étranger, et on verra ce que c'est le centre Tomatis. Elle fait le trait d'union entre son ouest de cœur et Bruxelles, où elle vit aussi. Elle a créé le centre Écoute et Voix de l'Ouest. Elle est aussi auteure et a publié le livre La voix de son être en 2017 aux éditions L'Harmattan. Bonjour Aline Jaillet. Bonjour Géry. Je suis très ravi de te recevoir dans ce podcast aujourd'hui car la voix est vraiment un élément essentiel de mon projet et de ce projet de partage avec des auditeurs. On va parler de qui tu es, de ton parcours, de tes actualités, partager tes convictions aussi et tes valeurs également. Et puis savoir aussi ce qui m'intéresse, de savoir où on se trouve ici, peut-être pour commencer. Alors oui. Ce que tu fais ici, on a des stagiaires à côté de nous. C'est ça, c'est un peu bizarre. Hein. C'est-à-dire il y a des gens qui sont allongés là, en silence, en train de respirer. En fait, ici, on est dans un lieu à Rennes qui est vraiment très très agréable, qui est une salle que Véronique et Yves Robin ont aménagée pour un travail qu'on appelle psychocorporel. Donc c'est un travail corporel qui a trait aussi avec la prise de conscience de soi à travers le mouvement. Donc c'est une salle qui est ouverte à différentes pratiques. Et donc moi j'utilise cette salle quand j'anime des stages sur Rennes. Voilà. Et là, eh bien, c'est un moment un peu particulier parce que c'est un moment de fin, de clôture, d'un parcours, du premier parcours que j'ai intitulé « La voix de son être », du titre de mon livre qui est paru l'année dernière, comme tu l'as dit. Et donc, à la suite de ce livre-là, j'ai monté un parcours de formation que j'ai proposé à un premier groupe sur Rennes cette année. Et là, on est en train de terminer le dernier week-end du parcours La voix de son être. D'accord. Écoute, je te remercie en tout cas de m'accueillir ici. Je remercie... Alors, je ne sais pas, tu les appelles les stagiaires, les élèves? Voilà, les stagiaires, oui, voilà. De m'accueillir. Ouais. Alors, parlons d'abord... parler, c'est d'abord écouter. Et moi, j'ai besoin de t'entendre sur qui tu es, Aline. Comment tu te présentes, finalement? Alors, comment je me présente professionnellement? Comme tu veux. Ah, d'accord. Alors, tu as carte blanche. Si je devais me présenter, je dirais, bien sûr, je suis Aline Jaillet. Généralement, je commence en disant « je suis chanteuse ». Et pourtant, quand je dis ça, je commence par ça, alors qu'en fait, je ne passe pas l'essentiel de mon temps professionnel sur les plateaux ou sur les scènes. Hein. Et pourtant, je me vis d'abord comme chanteuse. Parce que tout ce que j'ai développé autour de la voix, c'est parce que j'ai eu ce vécu de chanteuse. J'ai commencé à chanter à l'âge de 18 ans, donc assez tard en fait. Hein. Avant, je jouais du piano, j'ai joué du piano à l'âge de 10 ans, j'ai continué à jouer du piano jusqu'à 18 ans, j'ai même passé le bac avec option piano. Et puis après, voilà, je suis allée à Paris, j'avais plus de piano, j'ai ouvert la porte d'un conservatoire et puis j'ai pris mon premier cours de chant à 18 ans, donc assez tard. Et puis la voix s'est installée dans ma vie alors que je ne l'avais pas du tout prévu. C'est-à-dire qu'au départ, c'était juste pour continuer la musique. Et parce qu'on m'avait dit que j'avais une jolie voix, je me suis dit, bon bah tiens, on y va. C'était accessoire, c'est ça? Et un peu accessoire, voilà. Et puis, c'est devenu de plus en plus central à mon insu, puisque je faisais des études de lettres. J'ai fait, d'abord Hippocagne, Cagne, puis après je suis allée en université. Voilà, j'ai fait tout un parcours universitaire jusqu'en thèse en lettres. Puis à un moment donné, il y a eu un choix qui a dû se faire entre ce projet initial qui était celui, par exemple, d'enseigner la littérature, et puis quelque chose que je n'avais pas prévu et qui s'est imposé à moi, et c'est devenu la voix. Et donc c'est la raison pour laquelle souvent je me présente en disant je suis d'abord chanteuse, même si ça ne prend pas toute la place dans ma vie, mais parce que c'est parce que je suis chanteuse que la question de la voix est venue s'immiscer dans ma vie, est devenu un sujet de réflexion, de recherche, un sujet qui m'a passionnée, et après un sujet de transmission.
Et donc, je suis d'abord chanteuse lyrique, ça veut dire évidemment dans une esthétique un peu particulière, qui est celle plutôt du chant classique. Un cadre bien précis. Un cadre bien précis, effectivement. C'est mon cadre. Voilà, c'est celui-là. Aujourd'hui, je suis coach de la voix. Coach, c'est... Ça veut dire quoi, coach de la voix? Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qu'on utilise depuis quelques années, en fait. Il y a 20 ans, on n'utilisait pas trop ce terme-là. Ce coach, c'est un peu galvaudé, souvent. Voilà, et puis ça Alors, nous est coach venu vocal, c'est encore plus... Voilà. Ça nous est venu des extraterrestre. États-Unis. Avant, on disait prof de chant ou professeur de voix. Maintenant, on dit coach vocal, et c'est-à-dire que moi, je me nomme coach vocal, alors qu'avant, je disais que j'étais professeur de chant ou que j'accompagnais les gens en recherche sur leur voix. Sauf qu'il n'y a pas que le chant, pardon. Non, voilà. Alors, coach vocal, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va répondre à une demande, la demande de quelqu'un qui soit un particulier ou un professionnel, sur sa voix. Et c'est une demande très précise. Ce qui fait qu'un coach vocal, contrairement par exemple à un professeur de chant ou un professeur de voix, ne va pas accompagner quelqu'un pendant des années. Un coach vocal va accompagner quelqu'un pendant un temps donné, par rapport à une problématique donnée, par rapport à une demande, une difficulté qu'une personne rencontre. Et alors par exemple ? Alors par exemple, ça peut être une avocate qui vient me voir parce qu'elle maîtrise évidemment complètement son domaine de compétences, mais qu'elle remarque qu'elle parle beaucoup trop vite et que son débit nuit à la compréhension de ses interlocuteurs. Ça peut être un enseignant qui maîtrise encore une fois son domaine de compétences, mais qui se rend bien compte qu'il fatigue. Et que fatigant, par exemple, à chaque début d'année scolaire, il va perdre la voix, par exemple. À ce point-là. Ah oui, à ce point-là. Et que donc, il met en difficulté, même en danger, son activité professionnelle. Ça peut être un acteur ou un comédien qui maîtrise encore une fois son domaine de compétences, mais qui sent qu'il rencontre une difficulté avec sa voix dans la liberté qu'il voudrait donner à sa voix. Il sent que, par exemple, il est contraint, qu'il est empêché, à un moment donné, dans l'exercice de sa voix. Or, à chaque fois qu'une personne vient me voir avec une demande, c'est parce qu'elle est confrontée à un empêchement, souvent depuis longtemps, mais qu'elle n'a pas fait la démarche, elle a dit ça passera, et puis j'ai pas le temps, et puis je m'occupe d'autre chose. Et il y a un moment donné où ça s'impose. Et ça s'impose à tel point que la personne est empêchée, même dans son parcours de vie, par quelque chose qui résiste, qui nuit à sa disponibilité à travers sa voix, son expression, sa parole, voilà, de façon générale. Donc la voix, c'est un peu un capital qu'on a, c'est ça, et qu'il ne faut pas gâcher, il faut travailler, qui peut nous faire parfois faux bond, qui peut révéler des surprises. C'est ça que tu travailles ? Alors tout ça, c'est vrai, et en même temps, quand tu dis capital, ça donne l'idée que c'est quelque chose de figé, qu'on aurait une fois pour toutes, et si on l'abîme, on n'en a plus. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors explique-moi. Parce que la voix, c'est comme un être humain, c'est dynamique. Donc toi, tu n'es pas le même aujourd'hui qu'il y a 10 ans, parce que tu as vécu un certain nombre de choses qui t'ont construit, qui t'ont fait grandir, qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait regarder le monde autrement, et aussi qui ont fait évoluer ta voix. Et donc notre voix, c'est bien sûr un capital, mais c'est aussi ce que nous construisons au fur et à mesure de notre parcours de vie, et ce que nous construisons en même temps que nous nous construisons. Et notre voix nous construit en même temps que nous construisons notre voix. Donc c'est la voix, c'est à la fois ce qui parle de moi, quand là, tu m'écoutes, tu écoutes ma voix, et à travers ma voix, il y a ce que je suis, mais ce que je suis aujourd'hui. Ma voix parle de ce que j'ai traversé, de ce sur quoi j'ai cheminé et de ce à quoi je suis arrivée dans l'expression de ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, mais peut-être que demain, ce sera encore différent. D'accord. Alors, je constate beaucoup de gestuels dans ta voix. Ouais. C'est important, ces gestes. Explique-moi un peu. Alors, je ne fais pas exprès. C'est pas une volonté déterminée. C'est-à-dire que moi, simplement, je vis complètement avec ma voix, mon corps, ma
voilà, mon émotion, mon ressenti, enfin voilà. Donc, en fait, je ne fais pas exprès, c'est que je ne peux pas faire autrement. C'est que si tu me dis maintenant, t'arrêtes de bouger, tu tiens tes mains là, tu ne bouges plus, Aline. Là, en fait, je sens qu'à l'intérieur, ça commence à se figer, que je commence à être mal, en fait. Je ne vais plus pouvoir respirer. Et que là, ça va aller mieux si je fais ça. Tu vois. Voilà. Mets-toi à l'aise. Donc après, chacun son style. Okay. Moi, mon style, c'est de bouger mes mains. Et c'est ça la voix de son être, justement? Alors voilà, en fait, la voix de son être, c'est une recherche pour moi. Hein. Quand j'ai écrit ce livre, quand j'ai fait paraître ce livre l'année dernière, c'est au bout, tout un processus, en fait, qui a duré un certain nombre d'années. Et c'est au bout, je dirais, au moins d'une bonne dizaine d'années de réflexion, de recherche, d'écriture, voilà, et que j'ai fait aboutir. Et effectivement, si j'avais à définir la voix de son être, en tout cas ce que moi je cherche à faire découvrir voilà, aux personnes que j'accompagne, en tout cas dans ce chemin-là, c'est comment être soi à travers sa voix, et être suffisamment en accord avec sa voix, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelles que soient les relations, quels que soient les vécus, hein, être suffisamment en accord avec sa voix pour se reconnaître tout le temps dans sa voix, dans son expression et dans ce qui se manifeste de soi à travers sa voix. Je précise les choses de façon peut-être plus simple. Il y a plein de gens qui disent, moi quand je m'entends sur un enregistrement, par exemple... Ah bah c'est l'horreur. Voilà. Et quand on se voit aussi. Alors, quand on se voit aussi, bien sûr. Mais quand on s'entend encore plus, quasiment, parce qu'en fait, se voir, on a l'habitude de voir des photographies de soi. Tu vois ? Donc, on sait déjà que c'est un peu compliqué, mais bon... On a l'habitude, en tout cas, de cette image-là qui ne nous ressemble pas trop, mais bon, on dit, bon, allez, on fait contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est moi. Mais notre voix, on n'a pas tant l'habitude que ça de l'entendre enregistrer, d'accord ? Et donc, il y a un sentiment de déconnexion, enfin, comme si c'était pas moi, quoi. Et le nombre de gens qui viennent en me disant, moi, je reconnais pas ma voix, c'est horrible, j'aime pas ma voix, je m'aime pas. Et en fait, pour moi, l'enjeu de la voix de son être, c'est à un moment donné de se dire, la question n'est plus est-ce que j'aime ma voix ou j'aime pas ma voix. Ça n'est plus cette question-là, on change de paradigme. C'est d'être à l'aise avec sa voix, c'est ça ? Oui, et c'est est-ce que je suis moi dans ma voix ? Est-ce que je me sens moi dans ma voix ? Voilà, point. Et donc, tu vois, les enjeux ne sont pas au même endroit. Et donc c'est ça que tu travailles avec c'est ça que je travaille. Les personnes. Ouais, c'est ça en que fait. Tu reçois. Voilà que je travaille. Et puis, je dirais en fait que je découvre. Parce que moi, j'ai initié toute une réflexion, mais encore une fois, c'est dynamique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je travaille avec quelqu'un ou avec un groupe, j'apprends. Mais alors, moi, en fait, je ne devrais même pas me faire payer. C'est une honte de me faire payer. Parce qu'en fait, c'est moi que je forme. Moi, à chaque fois, j'amasse. Parce que chaque personne qui a un rapport propre à sa voix m'apprend énormément sur le rapport d'un homme, d'un être humain, je veux dire, à sa voix. Et moi, après, j'emmagasine. Et je me dis, ah oui, d'accord, ah ça, j'avais pas encore capté ça. Ah oui, elle m'apprend ça. Ah d'accord, on peut imaginer ça. Et en fait, voilà, après, avec tout ça, c'est des éléments, des outils, j'appelle ça ma boîte à outils. Et quand quelqu'un m'apporte une problématique, une difficulté, je dis « Ah, ok, alors ça me rappelle que j'avais cet outil-là. Et tiens, est-ce que cet outil-là pourrait te parler ?» Parce qu'il y a des solutions, c'est ça ? Ah bah heureusement. En fait, c'est plus que ça. C'est que moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que chacun de nous, nous avons nos solutions, mais que nous ne les connaissons pas et que nous avons parfois, souvent, besoin de quelqu'un qui nous montre le chemin de nos solutions. La petite voix extérieure, c'est ça ? Peut-être, avant que ce soit une voix intérieure. Voilà. Et moi, je sens ça. C'est-à-dire, j'ai cette particularité, c'est que dans ce que j'entends, de ce que la personne me dit, j'entends les solutions que la personne amène, mais qu'elle ne sait pas avoir. Donc mon rôle à moi, c'est d'aider cette personne-là à faire émerger les solutions. Bien sûr, je l'aide avec des outils
que mon expérience m'a permis d'accumuler. Mais ce n'est pas seulement mes outils. C'est d'abord comment la personne, avec sa façon d'être en relation avec sa voix, sa façon de comprendre les choses, de voir le monde et de se situer aussi dans le monde par rapport à elle et par rapport aux autres, comment cette personne-là, elle va faire émerger ce dont elle a besoin, elle, pour être bien avec elle et avec sa voix. D'accord. Alors tu sais, moi dans mon aventure, je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprise, de DRH, de managers, mais aussi des salariés tout simplement qui doivent faire des présentations à l'oral devant un public, qui interviennent aussi dans mes vidéos, je viens bosser chez vous, qui ne sont pas forcément à l'aise avec leur voix, y compris moi d'ailleurs, de temps en temps. Quel conseil tu peux donner à cette population, même si effectivement chacun est différent, j'ai bien entendu. Bien sûr. Chacun a une voix spécifique. Mais, est-ce qu'il y a des petits tuyaux qu'on peut partager comme ça Je dirais peut-être que la première chose, et qui n'est pas évidente, c'est la question de l'image. Parce que tu vois, si là, il n'y avait pas la caméra, il n'y avait pas le micro, on discuterait, on serait très naturel, on serait très authentique l'un et l'autre. Dès qu'il y a un micro ou une caméra, ou du public, à ce moment-là, la donne change. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me sens regardée. Et parce que je me sens regardée, alors je me regarde. Et quand je me regarde comme avec un regard extérieur au lieu de me vivre de l'intérieur. Parce que si je te parle comme ça, on se croise, voilà. Comme si on prenait un pot, on prend un pot, café, voilà. Je ne me regarde pas. Je me vis et je me vis dans la relation avec toi. D'accord. Et donc dans l'interaction, c'est facile là, tu vois. Et tout d'un coup, il y a quelque chose d'artificiel qui se met en place. Il y a un regard extérieur qui arrive. Je vois que je suis regardée. Tout d'un coup, je me regarde. Et le problème là, quand je me regarde, c'est que ça m'arrête dans mon vécu. D'accord ? Donc dans ce qui est moi, naturellement, spontanément. D'accord ? Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais être aux prises avec une image. Alors on dit souvent, il faut oublier la technique, oublier le micro. C'est vachement facile de dire ça. C'est hyper compliqué. C'est-à-dire, donc je vais au bout de ce que je voulais dire, c'est-à-dire que à partir du moment où je me regarde, je vais avoir le réflexe, enfin l'automatisme, de vouloir contrôler ce que je produis. Les émotions, tout ça, oui, la posture, plus que ça. Plus que ça. C'est plus que ça, c'est-à-dire que du coup, je sais qu'il va y avoir une image de moi qui va apparaître à l'extérieur et je veux donner une bonne image. D'accord ? Je veux ne pas bafouiller, je veux que ma voix, elle soit claire, voilà, qu'elle soit belle, plutôt belle. Je veux choisir bien mes mots, je veux ne pas oublier une belle idée que j'aurais. En fait, je veux donner une belle image de moi. Et alors, comment tu fais ? Alors non, mais moi... Parce que toi, tu es hyper à l'aise. Alors, c'est pas que je suis hyper à l'aise, c'est que j'ai travaillé tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis « je », c'est la personne qui se retrouve dans cette situation-là, elle est aux prises tout d'un coup avec un autre impératif, c'est donner une bonne image d'elle. Et ça, c'est un piège. Parce que dès qu'on veut donner une bonne image de soi, on veut tout contrôler et on va commencer à dire « ah ben non, pas ça, ah ben non, pas ça, parce que non, ça, c'est pas bien. » Et en fait, on est complètement inhibé. Donc, si j'avais un premier conseil, c'est d'essayer de sortir de ce piège de l'image et donc de rentrer dans la relation. Par exemple, là, moi, j'ai complètement oublié effectivement la caméra et le micro, mais parce que je me concentre sur la relation que nous avons, tu vois, sur l'interaction dans laquelle nous sommes. Et donc, je suis très intéressée par le fait de te parler à toi, et je vois bien que tu es intéressée pour de vrai, parce que je dis, c'est pas artificiel. Et donc, du coup, le fait que je reconstitue une relation me remet dans le vivant de mon expression, de mon intelligence, de ce que j'ai envie de te dire. Et je ne suis pas en train du tout d'essayer de contrôler les choses. Mais tout ça, ça a l'air d'être super facile. Toi, c'est ton job. C'est mon job. Moi, ça fait des années que je pratique, donc c'est facile pour moi de dire ça. Mais en tout cas, ce serait peut-être un premier conseil de dire se reconcentrer sur la relation avec la personne qu'on a en face. Peut-être le deuxième conseil qui serait peut-être un peu plus technique, c'est respirer. Mais parce qu'en fait, quand il y a une émotion qui s'empare de nous, la première chose qui se passe sur le plan corporel, c'est-à-dire que notre système nerveux
commence à... Se brouille. Voilà, c'est ça, à brouiller les pistes en tout cas. Et donc, en fait, je vais commencer à être un peu asphyxiée. Donc la première chose, c'est souffler. Parce que quand je souffle, je vide et je suis dans la logique de, tu sais, comment dire, pas de l'essoufflement justement, de ce qui est contraire à l'essoufflement, c'est... Tu évacues quoi, non? Oui, et puis je soupire. On se détend. Le soupir, c'est une détente. Moi, c'est le sourire souvent, tu vois. Alors, le sourire, pourquoi pas, mais dis attention, parce que le sourire peut être un piège, parce que le sourire, tu l'utilises pour l'autre. Et donc, tu n'es pas avec toi. Donc là, l'enjeu, c'est d'abord de reprendre un moment avec soi. Et si je fais... Je vais jusqu'au bout de mon expire. Et bien du coup, tu vois, ça va inviter tout mon corps à se relâcher, mes épaules à se détendre, mon ventre à se détendre. Tout ce qui, dans le corps, s'était tout d'un coup crispé devant l'enjeu qui est face à moi. Donc ça, c'est un truc tout bête. Et je dirais la troisième idée qui me vient comme ça, c'est commencer à s'écouter. Ça fait partie des choses vraiment que je travaille beaucoup, la question de l'écoute, avec l'idée que quand on change d'écoute, quand on change l'écoute qu'on a de sa propre voix, alors ça change notre voix et ça change l'écoute que l'autre a de notre voix. Alors là, je t'arrête tout de suite. On nous a toujours réfréné en disant « Ah, lui, il s'écoute parler. » C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Parce que moi, ça m'interpelle quand même. Alors moi, je crois que si je suis devenue justement un peu une spécialiste de l'écoute, c'est parce que j'ai toujours entendu quand j'étais enfant, arrête de t'écouter, c'est ça. Tu t'écoutes trop, voilà. Et ça ne veut pas dire la même chose. En fait, quand on dit à quelqu'un, ou de quelqu'un, oh, lui, il s'écoute, ça veut dire qu'en fait, il a un rapport narcissique à lui-même. Il s'écoute de façon fermée. Tu vois, c'est-à-dire qu'il pivote le miroir vers lui et il cherche une belle image. C'est la reine dans Blanche-Neige qui dit à son miroir « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. » Et qu'est-ce qu'elle attend ? « Ma reine, vous êtes bien sûr la plus belle que toutes. » Alors en fait, le miroir, il dit pas ça, il dit jamais ça, et là, ça la met en rage. Il dit « Bien sûr, ma reine, vous êtes très belle. Mais il existe une princesse qui est plus belle que vous. » Mon Dieu, c'est horrible. Là, c'est le drame. Et là, c'est affreux. Et en fait, la personne dont on dit « elle s'écoute », c'est une personne qui attend du miroir qui lui renvoie une image parfaite. C'est autre chose que d'être dans un rapport dynamique à sa voix, c'est-à-dire « je suis en train de te parler, mais je suis en train d'abord de passer par moi, c'est-à-dire je m'écoute pour que, m'écoutant, ma voix puisse prendre la mesure du chemin de mon corps à l'intérieur, le chemin de mon corps à l'intérieur duquel j'entends ma voix. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une règle, et ça c'est Alfred Tomatis, qui était médecin, ORL, phoniatre, qui a formalisé cette idée-là. Il a formalisé l'idée selon laquelle la voix ne contient que ce que l'oreille entend. Aujourd'hui, on dit plutôt la voix ne contient que ce que l'oreille écoute, parce que c'est un peu différent entendre et écouter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma façon d'écouter va avoir un impact direct, mécanique et inconscient sur ma voix. Si je m'écoute trop de l'intérieur, ça va faire un truc comme ça, parce qu'en fait, le truc, c'est que comme je m'entends très très fort à l'intérieur, j'ai l'impression que il y a du son partout, et qu'en fait, si je fais plus fort, je vais m'assourdir et je vais t'assourdir. Mais tu vois, en fait, toi, tu m'entends pas. Par contre, si je m'écoute de l'extérieur, en fait, ça va donner un truc comme ça qui va être un peu insupportable, parce que tout simplement, j'attends pour m'entendre que ma voix aille à l'extérieur. Donc, ça m'oblige à pousser sur ma voix, aller dans les aigus, tout ça. Et là, moi, je m'en vais. Et là, en fait, quand je te parle comme ça, en fait, c'est pas seulement parce que j'ai appris à positionner ma voix, c'est parce que j'ai positionné mon écoute de manière à trouver un équilibre entre ce que j'entends à l'intérieur, de vibratoire, de résonnant, et ce qui passe à l'extérieur. Et là, à ce moment-là, ma voix, elle trouve sa place. Et donc, pourquoi je te disais ça ? Parce que je reviens à mes moutons. Je
Je te disais 3 conseils, hein, tu me disais Oui, les tout à conseils. fait. Donc, fuir l'image en étant dans la relation, respirer en cherchant plutôt à se soulager, à se détendre. Et puis, troisième chose, s'écouter. Et donc, s'écouter, c'est par exemple, juste avant une interview, juste avant une prise de parole, mettre sa main sur la poitrine et faire juste un petit son, bouche fermée. Et qu'est-ce que tu entends à ce moment-là ? Une vibration. Une vibration. Donc, en fait, cette vibration, elle te recentre et elle te permet de te remettre en contact avec toi-même là où le stress de la prise de parole te sort de toi. Tu vois ? Tout à fait. Et te mettre... En fait, t'as plus prise sur rien. Là, ça y est, je me recentre. Je sais où je suis. À nouveau, je suis en sécurité. Maintenant, je vais pouvoir, avec cette sécurité-là, m'ouvrir à toi sans me sentir, tu vois, en difficulté, quoi. C'est chouette ce qu'on partage là. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, j'ai besoin aussi de savoir qui tu es en tant que chef d'entreprise, parce qu'effectivement, tu es aussi chef d'entreprise. Et j'ai besoin aussi, on a parlé beaucoup de Tomatis, tu as créé un centre Tomatis dans l'Ouest. Explique-moi pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Tomatis, alors tu l'as un peu défriché, Ouais. mais explique-moi ce qu'on fait dans un centre Tomatis concrètement, quels outils tu utilises, et puis qui tu es aussi en tant que chef d'entreprise, s'il te plaît. Alors ça fait 12 ans que effectivement j'ai co-créé au départ une entreprise qui s'est appelée Centre de formation Écoute et Voix, donc c'est un centre de formation. Et puis après, à partir de 2011, j'ai dirigé ce centre-là toute seule, depuis donc 2011 jusqu'à aujourd'hui, 2018. Et scoop, je ferme mon entreprise à la fin du mois d'août. Avec le sourire, c'est Avec étonnant. le sourire. Donc c'est pas parce que je le subis, mais c'est parce que je le choisis. D'accord. Je choisis après 12 ans d'activité, d'arrêter cette entreprise. Pas pour arrêter mon activité, mais maintenant pour vraiment, je dirais, la développer, l'assumer, la développer en mon nom propre. Et donc lui donner peut-être une autre forme. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un centre Tomatis ? Puisque ce centre de formation était à la fois un centre de formation dédié notamment à la voix, mais aussi un centre Tomatis. Un centre Tomatis, c'est un centre où on développe la méthode du même nom, la méthode Tomatis, du nom du médecin ORL phoniatre Alfred Tomatis, qui a fait des découvertes dans les années 50, 60 sur les liens qu'il y a entre l'oreille et la voix. Et donc, il a découvert que lorsqu'en fait une voix dysfonctionnait, c'était d'abord parce qu'il y avait un problème d'écoute. Pas forcément un problème d'audition. On peut très bien entendre et mal écouter. C'est-à-dire, il y a à un moment donné un dysfonctionnement dans la façon dont l'oreille vise les sons. Est-ce qu'elle vise de façon continue les sons ? Est-ce qu'elle va viser plutôt les graves ? Est-ce qu'elle va viser plutôt les aigus ? Est-ce qu'elle va réussir à créer un écart entre ce qui est important et ce qui est accessoire ? Enfin, voilà. Et donc ça se rééduque, c'est ça ? Et donc voilà. La méthode Tomatis, eh bien, c'est une méthode pour rééduquer par la musique l'oreille dans son processus d'écoute. Et donc ça a des implications et des applications vraiment très variés, aussi bien pour les enfants qui sont en difficulté d'apprentissage ou de comportement, pour les professionnels de la voix, de l'expression, de la communication, qui veulent mieux maîtriser leur voix, que ce soit pour les gens qui veulent apprendre des langues, parce que là on va stimuler l'oreille sur les fréquences d'une langue à apprendre, et puis pour les gens qui veulent se sentir mieux, qui auraient des tendances dépressives, qui auraient des tendances à développer beaucoup trop de stress. Voilà, on va travailler sur beaucoup de choses, toujours avec cette porte-entrée de l'oreille, qui est une porte d'entrée, mais qui après va plus loin dans ses implications. Et donc tes outils, c'est un micro, un casque. Voilà, il y a des appareils, de la musique, voilà, des programmes. C'est-à-dire, on va après implémenter dans ces appareils des programmes d'écoute à partir donc de musique. Qui à la base sont plutôt des musiques de Mozart, des chants grégoriens, des valses. Et sur ces supports, on va faire des réglages qui vont permettre de stimuler l'oreille, un peu comme si on rentrait dans une salle de gymnastique pour l'oreille. Donc on va stimuler les muscles de l'oreille pour les aider à s'étirer, se relâcher, s'étirer, se relâcher, focaliser, défocaliser. Voilà, on fait de la gymnastique avec l'oreille. Oui, alors je suis curieux de savoir ce que tu vas faire après dans ta nouvelle entreprise. Alors ce ne sera pas une nouvelle entreprise, en fait, je vais plutôt juste
ce sera en mon nom propre, donc ce sera en tant qu'indépendant, D'accord. hein, en tant que consultante indépendante. Donc tu proposeras du tomatis, Alors oui, je vais faire un petit peu moins de tomatis, c'est-à-dire que le tomatis sera vraiment un outil parmi d'autres que j'utilise plus particulièrement pour la voix. Donc vraiment, je vais recentrer mon activité autour de mon cœur de métier qui est la voix, et donc proposer du coaching, particulièrement aux professionnels, voilà, parce que c'est vraiment ça qui me passionne, de la formation aux particuliers, aux professionnels, et puis développer ce parcours La Voix de son être qui me passionne vraiment beaucoup, qui est ouvert à tous. Et donc là, cette année, j'avais proposé un groupe à Rennes. L'année prochaine, en 2019, je compte ouvrir un groupe à Lorient, un groupe à Rennes, peut-être j'aimerais bien un groupe à Paris, et associer ces parcours-là aussi à des démarches de conférences, de présentations, d'échanges autour de mon livre. Voilà. Et puis par ailleurs, je suis chanteuse, je continue à chanter en tant que soliste, et ça, je le développe de plus en plus à Bruxelles, où j'habite maintenant, et donc je suis très très heureuse de développer de nouvelles collaborations artistiques. D'accord. Voilà, ça c'est très important. Et du coup, aussi, la dernière chose dans ce que je projette, c'est aussi un deuxième livre qui est en gestation depuis déjà la fin du premier, mais bon voilà, que je laisse mûrir petit à petit. Tu n'as pas encore le titre? Si. Ah, on peut le dévoiler ou pas? L'audace de chanter. D'accord, merci. Voilà. Et alors, comment tu vis personnellement cette nouvelle page? Alors aujourd'hui, je le vis super bien parce que d'abord, j'ai trouvé une personne pour m'accompagner dans ce changement-là, une personne qui va vraiment maintenant me représenter, m'aider à communiquer sur tout ça, vraiment m'accompagner dans ce processus de développement, et je suis très très heureuse de ça parce que faire tout ça toute seule, c'est un peu compliqué, et donc je suis très très heureuse de cette collaboration. Et puis c'est très excitant parce que là, en fait, enfin, je dirais, j'ose me présenter sans dire, voilà, c'est le centre écoute et voix, Aline Jali est derrière, c'est un petit peu alambiqué, c'est tout ça. Maintenant, hop, j'enlève tout ça et je dis, voilà, c'est moi. Okay. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Et comme d'habitude, en fait, quand on laisse un peu de place et que quelque chose s'ajuste et devient plus juste, évidemment, tout se place naturellement. Donc c'est très, très simple, en fait. Tout arrive, tout se place, les propositions arrivent, des choses que je n'attendais pas, enfin voilà. Tu es à l'écoute, simplement. En fait. Oui, j'espère. Ouais. Alors il y a une tradition dans mon podcast, c'est la séquence Good Cop, Bad Cop, qui est la question sympa et puis la question un peu qui fâche. D'accord. Donc tu veux commencer par laquelle? Pour la question sympa, quand même. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie, Aline? Alors, qu'est-ce qui me rend heureuse? Je dirais la liberté, d'abord, et puis l'harmonie. Et parfois, c'est compliqué d'avoir l'un avec l'autre. Parce que chercher l'harmonie, coûte que coûte, parfois c'est au prix de la liberté. Et chercher la liberté coûte que coûte, parfois c'est au prix de l'harmonie. Donc, voilà. Mais en tout cas, ce qui me rend heureuse, ce sont les deux. Voilà. Alors la question qui fâche, as-tu déjà eu une extinction de voix et comment tu l'as vécue? Alors oui, j'ai déjà eu une fois une extinction de voix, dans un moment très précis. En fait, j'ai fait pour moi le parcours Tomatis. Il y a maintenant, en 2004 et 2005, donc il y a un certain temps, voilà, mon fils a 13 ans, 14 ans, voilà, 14 ans en juillet, ça fait à peu près 14 ans. Et en fait, après ce parcours Tomatis, il s'est passé un moment où mon écoute a changé et où ça a eu un impact immédiat sur ma voix. Et le premier impact que ça a eu, c'est que j'ai perdu la voix. Extinction de voix totale. 3 jours avant un concert. Waouh. Ouais, waouh. Comment t'as géré ça? Eh bien, d'abord avec la panique totale. Ouais, j'imagine. Ça m'était jamais arrivé, ça m'est jamais arrivé depuis. Et donc pendant 3 jours, j'ai fonctionné avec un petit carnet. J'écris tout ce que j'avais à dire et je me la suis bouclée. Et puis, j'ai dû redécouvrir en fait ce que c'était qu'être en relation avec sa voix. Alors sur le moment, dans le concert, j'ai assuré, j'ai fait. C'est là où on voit si on est professionnel ou pas, c'est-à-dire si on maîtrise un petit peu la technique qu'on a apprise. Donc j'ai assuré. Et puis après, il a fallu que je redécouvre le lien que j'avais avec ma voix, avec cette nouvelle écoute. Donc oui, ça m'est déjà arrivé, mais...
J'en reste sans voix. Merci beaucoup Aline pour ce beau partage, cette belle parenthèse. C'est un vrai plaisir. J'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner aussi, partager également. Et puis, vous retrouverez en détail dans la description de ce podcast tout ce qu'il faut comme bagage pour suivre Aline aussi, ses aventures, ses liens vers les réseaux sociaux, vers son site internet, vers sa nouvelle vie professionnelle. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast avec un nouvel invité très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Léry. Au revoir Aline.